La police des Noirs. Je commence ce partage par ceci. Qui est vraiment l'homme de couleur? Homme blanc? Quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc. Quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors dis-moi, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Léopold Sédar Senghor. Avec les difficultés de recrutement des engagés, le gouvernement français, à partir de 1670, recourut plus systématiquement à l'emploi des esclaves noirs dans ses colonies d'Amérique. Vers 1789, 89 000 Africains environ étaient recensés dans chacune des îles de la Martinique et de la Guadeloupe, 450 000 à Saint-Domingue. Comment contenir de telles quantités d'hommes? Le Code noir entendait répondre à la question en réglementant tout ce qui, chez les nègres, était de nature à gêner la production, la pratique du commerce, le contrôle des allées et venues, le marronnage. Cette loi fut complétée par des ordonnances locales comme celle se rapportant au poison. On pensa de même que la religion pouvait en imposer aux esclaves et les rendre plus disponibles pour les tâches agricoles. Une police fut également établie pour les noirs libres, égaux des blancs, en droit. Cependant, le gouvernement fit tout pour ignorer l'article 59 du Code noir proclamant cette uniformité juridique, en élevant une barrière entre les deux races. Le Code noir article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres, voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. La police des Noirs fut d'une exécution difficile, en ce qui concernait les esclaves fondamentalement. Néanmoins, les résultats recherchés par cette politique, particulièrement l'exploitation des terres, furent bien atteints. Source, https://tes.fr/1999AGUY0053. Déclaration pour la police des Noirs. Que nous dit la principale innovation de la déclaration de 1777, alors qu'elle faisait disparaître toute mention de l'esclavage? En août 1777, le pouvoir royal fit adopter une déclaration pour la police des Noirs qui interdisait aux colons, sous peine d'amende, d'emmener en métropole aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur de l'un et de l'autre sexe. Ces derniers étaient autorisés à faire le voyage avec leur maître, mais à leur arrivée ils étaient conduits dans ce qu'on appelait un dépôt jusqu'à ce que les colons reprennent le bateau du retour. Le droit français stipulait que toute personne résidant dans le royaume de France était réputée libre. Des mesures semblables avaient déjà été adoptées, sans succès, en 1716 et renouvelées en 1738. Le but était d'empêcher que les esclaves séjournant en métropole réclament leur liberté, car le droit français stipulait que toute personne résidant dans le royaume de France était réputée libre. C'est la raison pour laquelle le Parlement de Paris, qui était à l'époque une cour souveraine très puissante, avait refusé d'enregistrer les textes de 1716 et 1738. La principale innovation de la déclaration de 1777 tenait au fait qu'à la différence des textes précédents, qui concernaient uniquement les esclaves, elle s'en prenait indistinctement à tous les gens de couleur, y compris les mulâtres, qu'on appellerait aujourd'hui les métis, qu'ils soient esclaves, libres depuis leur naissance, ou encore affranchis au cours de leur vie. Le fait que ce texte de loi ait adopté le critère de la couleur de peau des individus, et non leur statut d'esclave, a été vu par certains historiens comme une preuve de la racialisation du discours royal. Il semble pourtant que la raison principale qui poussa les autorités à faire disparaître toute mention de l'esclavage, était d'ordre stratégique. Cette formulation permit en effet au pouvoir royal de contourner l'objection juridique du Parlement de Paris. Un prolongement des technologies de contrôle et de gestion des populations. La seconde innovation notable que présentait cette déclaration officielle se trouve dans l'article prévoyant la création d'un dépôt des Noirs dans 8 villes portuaires du royaume. Le but était d'éviter les évasions et d'empêcher la mise en contact des gens de couleur avec le peuple français car les autorités craignaient que celui-ci leur transmette un esprit de liberté, comme on disait à l'époque. Loin d'avoir été inventé pour sévir contre les esclaves, le processus d'enfermement des Noirs s'inscrivait dans le prolongement des technologies de contrôle et de gestion des populations, développées tout au long du XVIIIe siècle à l'égard des multiples catégories d'exclus, qu'ils soient vagabonds, déserteurs ou pestiférés.
cela n'empêche pas que cette déclaration pour la police des Noirs fut adoptée aussi pour tenter de résoudre les contradictions de plus en plus vives dans lesquelles se débattait le pouvoir colonial à la fin de l'Ancien Régime. Étant donné que des voix nombreuses dénonçaient l'esclavage, empêcher la venue des esclaves sur le territoire métropolitain était devenu un enjeu politique essentiel pour les colons et pour ceux qui les soutenaient à la cour du roi Louis XVI. Source: pourquoi le roi de France a-t-il créé une police des Noirs? France Culture, radiofrance.fr. Comparer les polices américaines et françaises, c'est questionner les angles morts de notre mémoire nationale, car les origines du racisme policier en France sont anciennes et liées aux Antilles tout autant qu'à l'Afrique. Tribune. On pourrait écrire tout un livre au sujet des réactions françaises générées autour du tremblement de terre #George Floyd aux États-Unis en 2020 et des secousses globales qui suivirent, notamment le rassemblement organisé à Paris le 2 juin 2020 par le comité Vérité et Justice pour Adama Traoré. Dans une discussion avec l'universitaire Maboula Soumaoro sur BFM TV, le chroniqueur Éric Brunet affirmait récemment que l'idée même de racisme institutionnel serait un emprunt indu à la culture américaine. La police française ne peut être raciste parce que la République française n'a pas d'histoire raciste. Et pourtant, nombre d'institutions françaises, notamment nées avant la Révolution, portent toujours les marques des préjugés sur lesquels elles furent fondées. C'est le cas notamment de la police, dont l'histoire, n'en déplaise à Éric Brunet, est très américaine. L'entrée de la France dans la traite esclavagiste au XVIIe siècle est suivie d'un nombre sans cesse grandissant de lois coloniales régissant toutes les dimensions de l'existence des Noirs esclavisés et libres. L'infâme taxonomie de couleur de peau mise sur papier par le colon martiniquais Moreau de Saint-Méry est à l'image d'un ordre racial développé par et pour les Amériques, mais dont les vagues viennent bientôt baigner les côtes françaises. Déluge d'atrocités. En effet, les colons en goguette visitent souvent la métropole. Seulement voilà, l'esclavage y est interdit depuis 1315. Mettre pied sur le sol français, c'est être ou devenir libre, et un nombre conséquent d'esclavisés en profitent. Un problème pour ces colons désirant voir la France sans y perdre leur propriété humaine. Au XVIIIe siècle, une série d'édits crée ainsi des exceptions permettant aux esclavagistes de conserver leur contrôle sur les esclavisés en les déclarant aux autorités. En 1777, Louis XVI signe une « Déclaration pour la police des Noirs » qui soumet le séjour des « Noirs, mulâtres ou autres gens de couleur » en métropole à des régulations strictes. Tous doivent se faire enregistrer à l'amirauté qui leur délivrera un certificat, en l'absence duquel ils s'exposent à être emprisonnés dans des dépôts de Noirs et renvoyés de force aux colonies. La loi est stricte, mais les colons ne suivent pas ces directives, et il arrive toujours que des esclavisés obtiennent leur liberté légalement. Qu'à cela ne tienne, les colons font appel directement à l'influence du roi pour annuler les décisions de justice et faire recapturer les anciens esclavisés. Dans les dernières années de l'Ancien Régime, c'est la police qui chasse les Noirs. À partir de 1791, sous fond de révolte des esclavisés dans la colonie de Saint-Domingue, le principe du sol libre est rétabli et inscrit officiellement dans les lois françaises. La Révolution haïtienne pousse les autorités révolutionnaires à abolir l'esclavage en 1794, mais après le putsch du 18 Brumaire, Bonaparte décide d'écraser la liberté aux Antilles. Il y envoie une énorme expédition en 1801 qui rétablit l'esclavage en Guadeloupe dans un déluge de feu et d'atrocités. Ses troupes sont cependant battues à Saint-Domingue, qui déclare son indépendance et devient Haïti en 1804. La révolution haïtienne a un impact sur la politique intérieure et sur la police. Bonaparte rétablit l'esclavage et la police des Noirs, annulant au passage le principe du sol libre. Les Noirs de France sont invités à se déclarer à la police pour y obtenir un permis de séjour basé sur leur classification raciale. On invite aussi leurs voisins, au cas échéant, à les dénoncer. Sous les ordres du ministre Joseph Fouché, le racisme d'État est institutionnalisé dans les pratiques des forces de police et de gendarmerie, qui utilisent notamment un recensement minutieux des Noirs de France pour les contrôler et éventuellement, les déporter. Le Cruel, à la tête de la gendarmerie nationale. Fouché est la figure principale de la transition de l'Empire à la monarchie restaurée en 1815. Louis XVIII espérait pouvoir reconquérir Haïti, finalement, il se voit obligé bon gré mal gré d'abolir la traite en 1817. Si les Noirs libres obtiennent le droit de voyager librement dans le royaume en 1818, la police et les dépôts sont maintenus. Sous la monarchie de Juillet, la France tourne ses attentions colonisatrices vers l'Afrique. Nombre d'officiers des campagnes d'Algérie sont des vétérans de Saint-Domingue et y importent les mêmes atrocités. C'est le cas de Pierre Boyer, dit « le Cruel », dont la brutalité est telle qu'il est démis de ses fonctions de commandant à Oran. On le mettra à la tête de la gendarmerie nationale.
Les Noirs qui peuvent dorénavant se déplacer en métropole sont principalement des servants ou des libres aisés au nombre d'entre eux, du Martiniquais Cyril Bissette au Guadeloupéen Melville Bloncourt, contribuant par leurs écrits et leur activisme politique à l'abolition finale de l'esclavage en 1848. Il faudra attendre les années 1960 pour voir la population noire provenant des Antilles et des anciennes colonies subsahariennes exploser en métropole, une distance historique suffisante pour prétendre que jusqu'à la décolonisation, les Noirs n'avaient affaire à la police française qu'en tant qu'individus. Mise en place par l'État français en 1777 dans le cadre de la police des Noirs, cette expression, souvent mal comprise, nécessite d'être clarifiée. Il ne s'agit pas d'une milice dédiée aux esclaves mais d'un arsenal législatif encadrant la venue et le séjour des personnes de couleur en métropole, le dépôt des Noirs, décrit ci-dessous à l'article 4. Permettons néanmoins à tout habitant de nos colonies qui voudra passer en France, d'embarquer avec lui un seul noir ou mulâtre de l'un et de l'autre sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le port, au dépôt qui sera à se destiner par nos ordres, et y demeurer jusqu'à ce qu'il puisse être rembarqué, enjoignons à nos procureurs des amirautés du port où les 10 Noirs auraient été débarqués, de tenir la main à l'exécution de la présente disposition. Et de les faire réembarquer sur le premier vaisseau qui fera voile du dit port pour la colonie de laquelle ils auront été amenés. La création de ces dépôts avait pour but d'encadrer au mieux le temps de séjour des personnes de couleur sur le sol français. La loi de 1777 limitait en effet leur passage en métropole sur le modèle des ordonnances précédentes de 1716 et 1738. Cependant, rares étaient les propriétaires d'esclaves à respecter cette limitation et c'est pourquoi Poncet de la Grave, alors procureur général de l'Amirauté de France. L'Amirauté de France était l'institution chargée d'administrer les ports français mais aussi de rendre la justice pour les affaires liées à ces derniers, eut l'idée de créer de tels espaces d'enfermement dédiés aux minorités noires afin d'être certain que les esclaves réembarquent dans les colonies dans les meilleurs délais. Le fonctionnement de ce dépôt est proche de celui des prisons. Logés à plusieurs, les esclaves sur le départ disposent de quoi dormir et sont nourris simplement. Cette similarité de statut se retrouve d'ailleurs dans les locaux choisis pour installer le dépôt des Noirs à Bordeaux. Après avoir envisagé le dépôt des pauvres et l'hôtel de la Manufacture, c'est finalement dans les prisons du Parlement puis à l'hôtel de ville que les détenus noirs sont successivement enfermés. Julie Duprat, Présence noire à Bordeaux, passage et intégration des gens de couleur à la fin du XVIIIe siècle, thèse d'École nationale des chartes, Paris, 2017, page .126. Plan du palais de Lombrières, où cohabite l'Amirauté, le Parlement avec ses salles d'audience et les cellules des prisonniers. Les propriétaires bordelais ne s'y trompent pas et sont donc très réticents à y laisser leurs esclaves. Craignant pour la santé de ces derniers dans ces locaux malfamés, nombre d'entre eux réclament et obtiennent des dispenses, alléguant par exemple la nécessité de garder en bonne santé les nourrices. Au final, tous les esclaves de Bordeaux ne passent donc pas par ce dépôt, d'autant que le déclenchement de la guerre maritime en 1781 rend caduque son fonctionnement, la guerre avec l'Angleterre empêchant les navires français de retourner aux colonies. Contrairement aux visées gouvernementales, le dépôt des Noirs fonctionne donc de manière ponctuelle, seule une quarantaine d'esclaves ont ainsi pu être officiellement identifiés comme des anciens détenus. Surtout, le dépôt des Noirs de Bordeaux semble être moins un espace d'attente pour les esclaves repartant aux colonies qu'un espace d'enfermement privilégié pour certains propriétaires voulant s'assurer du retour de leurs esclaves. En effet, les maîtres sont toujours à l'origine du processus de détention. Le fond du dépôt des Noirs de Bordeaux peut être consulté aux archives départementales de Gironde, carton C223. Malgré son influence assez limitée à Bordeaux, le dépôt des Noirs connaît des dysfonctionnements. En 1783, c'est ainsi au tour de Polydore, pourtant affranchi et théoriquement libre de ses mouvements d'y être enfermé. Cette anecdote montre que les dépôts de Noirs, en lien avec les objectifs initiaux de la police des Noirs, étaient bien pensés comme des espaces de contrôle de la circulation des personnes de couleur dans l'espace urbain. Isoler les esclaves, et même parfois les libres, du reste de la population apparaissait en effet essentiel pour garantir l'ordre social, en évitant aux nouveaux venus de frayer trop longuement avec la métropole et ses habitants. Source, https://minoriste.hypothèse.org/210. La déclaration du roi pour la police des Noirs, de 1777. Explorer l'histoire méconnue de la police des Noirs, une législation de la monarchie française qui réglementait strictement la vie et le statut des personnes dites de couleur dans la France du XVIIIe siècle. Découvrez comment cet acte juridique a façonné les vies et l'identité au sein des communautés noires sous l'Ancien Régime. La police des Noirs de 1777, ou le racisme institutionnalisé dans la monarchie française. Portrait de Louis XVI. Découvrez l'histoire de la police des Noirs, une législation marquante de la monarchie française qui, le 17 août 1777,
sous le règne de Louis XVI, a institué des règles spécifiques régissant la présence des personnes dites « de couleur » dans le Royaume de France. Cette troisième et dernière version de la loi visait à contrôler l'entrée et le séjour des Noirs, se basant exclusivement sur la couleur de peau plutôt que sur le statut d'esclave. Pour contourner l'opposition potentielle du Parlement, qui aurait pu être provoquée par l'utilisation du terme « esclave », le ministre de la Marine de l'époque, Antoine-Raymond Rohan Galbert Gabriel de Sartine, a opté pour une terminologie raciale, désignant les individus comme « noirs »,« mulâtres » ou « autres gens de couleur ». Cette manœuvre législative révèle les fondements raciaux sur lesquels reposaient certaines politiques de l'Ancien Régime. Voici la fidèle retranscription de la 7 actes du pouvoir royal français, datée du XVIIIe siècle. Déclaration du roi pour la police des Noirs. Donnée à Versailles le 9 août 1777. Registrée en Parlement le 27 août 1777. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes lettres verront. Salut. Par nos lettres patentes du 3 septembre dernier, nous avons ordonné qu'il serait sursis au jugement de toute cause ou procès concernant l'état des Noirs de l'un et de l'autre sexe, que les habitants de nos colonies ont amené avec eux en France pour leur service. Nous sommes informés aujourd'hui que le nombre des Noirs-ci est tellement multiplié, par la facilité de la communication de l'Amérique avec la France, qu'on enlève journellement aux colonies cette portion d'hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre royaume, surtout dans la capitale, y causent les plus grands désordres, et, lorsqu'ils retournent dans les colonies, ils y portent l'esprit d'indépendance et d'indocilité, et y deviennent plus nuisibles qu'utiles. Il nous a donc paru qu'il était de notre sagesse de déférer aux sollicitations des habitants de nos colonies, en défendant l'entrée de notre royaume à tous les Noirs. Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux des dits habitants que leurs affaires appellent en France, du secours d'un domestique noir pour les servir pendant la traversée, à la charge toutefois que les dits domestiques ne pourront sortir du port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la colonie d'où ils auront été amenés. Nous pourvoirons aussi à l'état des domestiques noirs qui sont actuellement en France. Enfin, nous concilierons, par toutes ces dispositions, le bien général de nos colonies, l'intérêt particulier de leurs habitants, et la protection que nous devons à la conservation des mœurs et du bon ordre dans notre royaume. À ces causes et aux traces nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit. Article 1er. Faisons défense expresse à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, même à tous étrangers, d'amener dans notre royaume, après la publication et enregistrement de notre présente déclaration, aucun noir, mulâtre, ou autre gens de couleur de l'un ou de l'autre sexe, et de les y retenir à leur service, le tout à peine de 3000 livres d'amende, même de plus grandes peines s'il y échoit. Article 2. Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous noirs, mulâtres ou autres gens de couleur de l'un ou de l'autre sexe, qui ne seraient point en service, d'entrer à l'avenir dans notre royaume, sous quelque cause et prétexte que ce soit. Article 3. Les noirs ou mulâtres qui auraient été amenés en France, ou qui s'y seraient introduits depuis la dite publication, seront, à la requête de nos procureurs et sièges des amirautés, arrêtés et reconduits dans le port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos colonies, à nos frais, suivant les ordres particuliers que nous ferons expédier à cet effet. Article 4. Permettons néanmoins à tout habitant de nos colonies qui voudra passer en France, d'embarquer avec lui un seul noir ou mulâtre de l'un et de l'autre sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le port, au dépôt qui sera à se destiner par nos ordres, et y demeurer jusqu'à ce qu'il puisse être rembarqué, enjoignons à nos procureurs des amirautés du port où les dits noirs auraient été débarqués, de tenir la main à l'exécution de la présente disposition. Et de les faire rembarquer sur le premier vaisseau qui fera voile du dit port pour la colonie de laquelle ils auront été amenés. Article 5. Les habitants des dites colonies, qui voudront profiter de l'exception contenue en l'article précédent, seront tenus, ainsi qu'il a toujours été d'usage dans nos colonies, de consigner la somme de 1000 livres, argent de France, main du trésorier de la colonie, qui s'en chargera en recettes, et de se retirer ensuite par devers le gouverneur général ou commandant dans la dite colonie, pour en obtenir une permission qui contiendra le nom de l'habitant, celui du domestique noir ou mulâtre qu'il voudra emmener avec lui, son âge et son signalement, dans laquelle permission la quittance de consignation sera visée, à peine de nullité, et seront les dites permissions et quittances enregistrées au greffe de l'amirauté du lieu du départ. Article 6. Faisons très expresse défense à tous officiers de nos vaisseaux de recevoir à bord aucun noir ou mulâtre ou autre gens de couleur,
s'ils ne leur représentent ladite permission dûment enregistrée, ainsi que la quittance de consignation, desquelles mention sera faite sur le rôle d'embarquement. Article 7. Défendons pareillement à tous capitaines de navires marchands de recevoir à bord aucun noir, mulâtre ou autre gens de couleur, s'ils ne leur représentent la permission enregistrée, ensemble ladite quittance de consignation, dont mention sera faite dans le rôle d'embarquement, le tout à peine de 1000 livres d'amende pour chaque noir ou mulâtre, et d'être interdit pendant 3 ans de toute fonction, même du double d'édite condamnation en cas de récidive, enjoignons à nos procureurs siège des amirautés du lieu du débarquement, de tenir la main à l'exécution de la présente disposition. Article 8. Les frais de garde des dits noirs dans le dépôt, et ceux de leur retour dans nos colonies, seront avancés par le commis du trésorier général de la marine dans le port, lequel en sera remboursé sur la somme consignée en exécution de l'article 5 ci-dessus, et le surplus ne pourra être rendu à l'habitant, que sur le vu de l'extrait du rôle du bâtiment sur lequel le noir ou mulâtre domestique aura été rembarqué pour repasser dans les colonies, ou de son extrait mortuaire, s'il était décédé, et ne sera ladite somme passée en dépenses aux trésoriers généraux de notre marine, que sur le vu des dits extraits en bonne et due forme. Article 9. Ceux de nos sujets, ainsi que les étrangers, qui auront des noirs à leur service, lors de la publication et enregistrement de notre présente déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication et enregistrement, de notre présente déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de ladite publication et enregistrement, de se présenter par devant les officiers de l'amirauté dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés, et, s'il n'y en a pas, par devant le juge royal du dit lieu, à l'effet d'y déclarer les noms et qualités des noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur de l'un et de l'autre sexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, et la colonie de laquelle ils ont été exportés, voulant que, passé le dit délai, ils ne puissent retenir à leur service les dits noirs que de leur consentement. Article 10. Les noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur, qui ne seraient pas en service au moment de ladite publication, seront tenus de faire, au greffe des dites amirautés, ou juridiction royale, et dans le même délai, une pareille déclaration de leur nom, surnom, âge, profession, du lieu de leur naissance, et de la date de leur arrivée en France. Article 11. Les déclarations prescrites par les 2 articles précédents seront reçues sans aucun frais, et envoyées par nos procureurs esdits sièges, au secrétaire d'État ayant le département de la marine, pour, sur le compte qui nous en sera rendu, être par nous ordonner ce qu'il appartiendra. Article 12. Et attendu que la permission que nous avons accordée aux habitants de nos colonies par l'article 4 de notre présente déclaration, n'a pour objet que leur service personnel pendant la traversée, voulons que les dits noirs, mulâtres ou autres gens de couleur demeurent, pendant leur séjour en France, et jusqu'à leur retour dans les colonies, en l'état où ils étaient lors de leur départ d'Icelle, sans que le dit état puisse être changé par leur maître, ou autrement. Article 13. Les dispositions de notre présente déclaration seront exécutées nonobstant tous édits, déclarations, règlements, ou autres à ce contraire, auxquels nous avons dérogé et dérogeons expressément. Si donnons en mandement à nos armées et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, les gens tenant notre cour de parlement de Paris, que ces présentes ils aient à faire registrer, et le contenu en icelle gardé et observé selon la forme et teneur, nonobstant toute chose à ce contraire. Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scellé à ces dites présentes. Donné à Versailles le 9e jour du mois d'août, l'an de grâce 1777, et de notre règne le 4e. Signé Louis. Et plus bas, par le roi, signé de Sartine. Et scellé du grand sceau de cire jaune. Registré, ouillé se requérant le procureur général du roi, pour être exécuté selon sa forme et teneur, et copie collationnée envoyée au bailliage, sénéchaussée et siège des amirautés du ressort de la cour, pour y être lu, publié et registré, enjoint au substitut du procureur général du roi d'y tenir la main, et d'en certifier la cour dans le mois, suivant l'arrêt de ce jour. À Paris en Parlement, les granges chambrées. Tournait l'Assemblée, le 27 août 1777. Signé Isabeau. La déclaration du roi pour la police des Noirs de 1777, Nofi.media.